sortez de ma maison, a hurlé mon père, après que ma sœur cadette m'ait accusé d'avoir volé la montre que son petit ami lui avait offerte. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas enquêté. Pas une seule seconde il n'a envisagé qu'elle puisse avoir tort. Il m'a simplement regardé comme si j'étais un fardeau dont il ne pouvait plus attendre de se débarrasser. Ce soir-là, j'ai quitté cette maison avec de la douleur, du chagrin et une seule décision, je n'y reviendrai pas. 1 an plus tard, ils sont venus me chercher. Les mêmes personnes qui m'avaient chassé se tenaient maintenant à ma porte, demandant pardon. Mais j'ai choisi de garder mes distances, non pas par haine, mais parce que je ne voulais plus jamais être blessé. Des amis, des parents ou beaucoup de gens m'ont critiqué. Ils ont dit que j'étais trop froid, que le sang est plus épais que l'eau. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement vécu ma vie tranquillement, plus lié à ceux qui m'ont tourné le dos lorsque j'avais le plus besoin d'eux. Maintenant, écoutez mon histoire et dites-moi, avais-je tort de choisir la distance avec ma famille? Bonjour, je m'appelle Brian. J'ai 28 ans. L'histoire que je vais partager n'est ni dramatique ni intense, mais elle a complètement changé ma vision de la famille, de la confiance et de ma place dans le foyer que je croyais autrefois être l'endroit le plus sûr sur Terre. Il y a une semaine, mes parents sont venus me voir. Ils ont dit qu'ils voulaient faire amende honorable et qu'il était temps que je laisse le passé derrière moi. Je n'ai pas répondu, je les ai simplement regardés en silence, car certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être remises ensemble comme si de rien n'était. Je me souviens encore du jour où tout a commencé à s'effondrer. C'était Thanksgiving, il y a 1 an. En grandissant, Thanksgiving était toujours quelque chose de spécial dans ma famille. C'était un jour où tout le monde se réunissait, partageait le dîner et riait ensemble. J'avais toujours hâte de ce jour, même si je n'étais pas l'enfant dont on attendait grand-chose. Je m'assurais quand même d'être là, d'aider, de maintenir cette chaleur. Mon enfance avait cette chaleur. Ma sœur, Sophia, et moi étions proches. Nous jouions dans le parc, faisions des anges dans la neige, partagions du pop-corn en regardant des dessins animés. Mais les choses ont lentement changé en vieillissant. Sophia a toujours brillé. Elle était intelligente, extravertie et aimée de tous. Et petit à petit, toute l'attention de la maison s'est portée sur elle. Je suis resté en marge, silencieux. Personne ne l'a jamais dit à haute voix, mais je l'ai senti. Je me souviens qu'à 10 ans, je me suis levé tôt et j'ai préparé le petit déjeuner pour maman le jour de la fête des mères. Je le lui ai apporté au lit, espérant la surprendre. Elle a souri, m'a tapé la tête, a posé le plateau et m'a remercié. Mais quelques minutes plus tard, Sophia lui a offert une carte colorée faite à la main, et maman a éclaté en larmes. Elle a serré Sophia dans ses bras et a dit « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée ». Je suis resté là, silencieux. Personne n'a rien fait de mal, mais quelque chose en moi s'est brisé ce jour-là. Et des moments comme celui-ci ont continué à se produire au fil des ans. Je ne blâme pas Sophia, je l'aime. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que je n'étais qu'une présence floue dans ma maison, jusqu'à ce soir de Thanksgiving de l'année dernière où ils m'ont mis dehors comme si j'étais un étranger. J'ai réalisé que l'ombre dans laquelle j'avais vécu si longtemps avait disparu, et à sa place, une véritable cicatrice s'était formée. Le dîner de Thanksgiving a eu lieu chez mes parents, comme chaque année au chaleureux et familier, avec quelques parents et quelques amis de Sophia. Maman a préparé de la dinde, de la purée de pommes de terre et de la sauce au canneberge. Papa a réarrangé la table à manger, a disposé les verres à vin et a ajusté la nappe. J'ai aussi aidé j'ai rangé le salon et j'ai apporté des chaises supplémentaires du sous-sol. Je n'ai rien dit, mais je me suis senti mal à l'aise au fond, comme si j'étais laide, et non pas un membre de la famille. Sophia était, comme toujours, au centre de tout. Elle est arrivée en dernier, vêtue d'une robe rouge vif, souriant à tout le monde. Son petit ami, Ethan, a apporté un coffret cadeau. Sophia l'a ouvert devant tout le monde une montre de luxe, scintillante sous les lumières. Les gens ont poussé des cris, Sophia a rayonné. Je me suis tenu tranquillement dans un coin, en posant une bouteille de vin sur la table. Le dîner s'est poursuivi joyeusement, le rire remplissait la pièce. J'ai servi de la nourriture à maman et j'ai versé un verre de vin à papa. Je ne m'attendais pas à grand-chose, j'espérais simplement me sentir comme si j'appartenais aussi à cette photo de famille. Après le dîner, tout le monde s'est dispersé pour discuter. Papa et moi avons commencé à débarrasser la table, maman a apporté le dessert. Sophia a disparu pendant un moment. Lorsqu'elle est retournée dans le salon, toute son expression avait changé. Elle avait l'air paniquée et s'est tournée vers tout le monde.
La montre? Elle a disparu. La pièce, pleine de bavardages et de rires il y a quelques instants, est devenue silencieuse. Maman a levé les yeux. Où l'as-tu laissée? Juste sur cette table. Je l'ai enlevée quand je suis allé me laver les mains, a répondu Sophia. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, s'est tournée vers moi et a dit, c'est toi qui débarrassais la table, n'est-ce pas? J'ai froncé les sourcils. Oui, mais je n'ai pas touché ta montre. Tu es sûr? Sophia a croisé les bras, sa voix était plus froide maintenant. Je ne dis pas que tu l'as fait exprès, mais si tu l'as prise par accident, dis-le. Je me suis figé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai regardé nos parents, espérant que l'un d'eux prendrait la parole, mais ils n'ont rien dit. La façon dont ils me regardaient n'était plus la même. Sophia a ajouté, c'était un cadeau d'Ethan. Je ne peux pas la perdre, et personne d'autre n'a touché la table sauf toi. J'ai avalé difficilement, ma gorge était sèche. Tu penses que je l'ai fait? Je suis ton frère. Personne n'a dit un mot. Je me suis retourné et je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi, et dans ma tête, il n'y avait qu'une seule question, pourquoi? Je m'étais à peine assis sur le lit qu'un coup fort a fait trembler ma porte. Ce n'était pas poli, c'était rapide, lourd et colérique. Brian. La voix de mon père a retenti derrière la porte. Sors tout de suite. J'ai ouvert la porte, il se tenait là, le visage noir de colère. Ma mère se tenait juste derrière lui, les mains serrées, les lèvres serrées. Sophia était appuyée contre l'embrasure de la porte en face d'eux, les bras croisés, les yeux froids, comme si elle avait déjà pris sa décision. Papa n'a pas tourné autour du pot. Salon. On doit parler. Je les ai suivis sans un mot. L'odeur de la nourriture persistait, et les verres à vin étaient toujours sur la table, mais l'air avait changé, il était épais maintenant, tendu au plus de rire. Papa est resté debout, maman s'est assise près de la cheminée, Sophia est restée debout, sans même me regarder. Je suis resté silencieux, attendant que quelqu'un parle. Maman a été la première, sa voix tremblait légèrement. La montre de Sophia n'a toujours pas été retrouvée. J'ai répondu lentement, je sais, mais je ne l'ai pas prise. Sophia a serré les bras sur sa poitrine, sa voix était froide comme l'acier. Tu étais la seule personne près de la table. Tout le monde était dans le salon. Je me suis tourné vers elle et je l'ai regardée dans les yeux. Tu dis que j'ai pris la montre? Je dis, a-t-elle répondu, que tu étais la dernière personne à avoir touché cette table après que je l'ai enlevée. Maman est intervenue, son ton était doux mais pressant. Si tu l'as ramassée par erreur, ou pour quelque raison que ce soit, dis-le nous. Ton père et moi ne serons pas en colère. Je l'ai regardée, ma voix s'est brisée. Je ne l'ai pas prise. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Papa a dit, Brian, on sait que tu as des difficultés financières. Ta mère et moi le savons, mais si tu as fait quelque chose, c'est le moment d'être honnête. Je l'ai regardé, les yeux dans les yeux. Tu penses que je l'ai volée? Il m'a regardé sans dire un mot, mais son silence disait tout. Je me suis tourné vers maman, cherchant une dernière étincelle d'espoir. Tu penses que je l'ai fait aussi? Elle n'a rien dit. Sophia s'est avancée, sa voix s'est élevée. Je veux juste la vérité. Si tu ne l'as pas prise, alors qui l'a fait? Les montres ne disparaissent pas comme ça. Ma voix s'est durcie. Donc, dans ton esprit, je suis la seule personne qui aurait pu la prendre? Elle n'a pas hésité. Exactement. Je me suis détourné, avalant la tension qui montait dans ma gorge. Maman a dit doucement, on ne peut pas laisser ça sortir. Sophia construit sa carrière, elle ne peut pas avoir ce genre de drame. Papa a hoché la tête. Je pense qu'il est préférable que tu quittes la maison pendant un moment, jusqu'à ce que ce soit éclairci. Je me suis retourné, stupéfait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman a évité mon regard. C'est juste temporaire, Brian. Juste jusqu'à ce qu'on ait des réponses. Je me suis levé, ma voix s'est brisée. Je n'ai rien fait. Vous me mettez dehors pour quelque chose que je n'ai même pas touché, juste parce que Sophia l'a dit. Vous y croyez tous. Papa a gardé sa voix basse et calme. On n'a pas d'autre choix. J'ai crié, vous avez toujours été comme ça. Vous avez toujours pris le parti de Sophia. Tout ce qu'elle dit compte, et moi? Je suis toujours celui dont vous doutez, l'étranger. Sophia s'est approchée,
ses yeux étaient rivés sur les miens. Si tu ne l'as pas prise, où est-elle? Elle n'a pas simplement disparu. Je l'ai regardée, retenant la rage qui bouillonnait dans mes veines. Je suis ton frère, a-t-elle répondu, de la glace dans la voix, et tu étais la seule personne près de cette table. J'ai regardé les trois, ma gorge brûlait, mon cœur était lourd. Personne dans cette maison ne me croit. Silence. J'ai poussé un rire sec, le rire de quelqu'un qui est trop fatigué pour continuer à prouver qu'il n'est pas de la camelote. Je comprends maintenant, ai-je dit, les yeux fixés sur mes parents. Je ne suis que le gars du nettoyage, celui qui traverse la vie sans avenir. Et Sophia? Elle est tout l'enfant d'or, la seule qui mérite d'être crue. J'ai fait un pas vers l'escalier, puis je me suis arrêté. Mais souviens-toi de ceci, ma voix basse, tendue par la fureur contenue, un vrai père ne jette pas son enfant dans la rue juste parce que l'autre a pointé du doigt, à moins que peut-être il n'ait jamais vraiment considéré cet enfant comme le sien en premier lieu. La pièce s'est figée. Les poings de mon père se sont serrés, son visage est devenu rouge. Puis il a rugi comme le tonnerre, sortez de ma maison. Je me suis retourné pour le faire face, m'accrochant encore à mon dernier reste de calme. Il a crié de nouveau, plus fort, alors que quelque chose en lui se brisait, sortez de ma maison et ne revenez jamais, voleur. Je suis resté figé, mon cœur a sauté un battement. J'ai expiré fort, essayant de garder ma voix stable. Très bien. À ce moment-là, ma mère s'est avancée, sa voix était plus aiguë que d'habitude. Brian, tu manques de respect à ton père. Ne rends pas ça pire. Je me suis tourné vers elle, mes yeux étaient flous, mais ma voix était claire. Manque de respect? Je me défends. Mais c'est bon. Continuez à vivre avec votre enfant d'or. J'ai pointé du doigt Sophia, toujours debout, les bras croisés, pas une once d'émotion sur son visage. Je vais partir tout de suite. Personne ne m'a arrêté. Je me suis retourné et j'ai monté les escaliers, chaque pas était plus lourd que de la pierre. La maison où j'ai grandi ressemblait soudainement à la maison d'un étranger. Je suis entré dans ma chambre sans allumer la lumière. Tout était comme je l'avais laissé il y a moins d'une heure, mais maintenant, ça ne me semblait plus appartenir. Tranquillement, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti quelques vêtements, les fourrant dans le vieux sac de sport que je gardais sous le lit. J'ai pris mon carnet, dans lequel j'écrivais chaque fois que je me sentais perdu. Puis j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la montre en argent rayée que papa m'avait offerte à mes 10 ans. Je l'ai regardée longtemps, puis je l'ai glissée dans le sac. Je ne savais pas où j'allais, tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas rester dans cet endroit ne serait-ce qu'une seconde de plus. Je suis sorti de la maison tard dans la nuit. Il faisait froid, le vent traversait ma fine veste. Les réverbères jetaient une lueur jaune sur le trottoir humide. J'ai relevé mon col, j'ai serré fermement la poignée de mon sac, j'ai baissé la tête et j'ai marché sans direction. Je ne savais pas où j'allais, pas de plan, pas de destination. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas revenir en arrière. J'ai marché un pâté de maison, puis un autre, j'avais l'impression que ma poitrine était remplie de pierres. Chaque pas était sans but, au milieu d'une ville endormie. Je me suis arrêté dans un coin tranquille et j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts tremblaient à cause du froid. En faisant défiler mes contacts, j'ai trouvé le seul nom familier qu'il me restait. J'ai appuyé sur appeler. La voix de Ryan s'est fait entendre après quelques sonneries inquiètes, pressées. Allô? Brian? Que se passe-t-il? J'ai expiré. Ma voix, j'ai besoin d'aide. As-tu un endroit où je peux dormir? Il y a eu une pause, puis il a répondu sans hésitation. Oui, bien sûr. Viens simplement. Appelle-moi quand tu seras proche. Je n'ai rien dit d'autre, j'ai raccroché, j'ai pris le métro jusqu'au quartier de Ryan. Son appartement était petit, vieux et en désordre, mais quand j'ai frappé, il a ouvert la porte tout de suite. Il n'a pas posé de questions, il ne m'a pas regardé comme si j'étais un fardeau. Il a simplement dit, simplement et clairement, reste aussi longtemps que tu en as besoin. J'ai hoché la tête, je suis entré et j'ai posé mon sac à côté du canapé. Ryan est allé dans la cuisine, me laissant de l'espace. Je me suis assis sur le canapé usé et j'ai regardé autour de la petite pièce, rien de luxueux, rien de confortable, mais au moins personne ici ne m'accusait de quoi que ce soit. Cette première nuit, je suis resté allongé sur le canapé, incapable de dormir. Le plafond était bas, une faible lumière de rue se répandait à travers la fenêtre. Chaque image s'est rejouée dans ma tête, le visage impassible de papa,
la voix déçue de maman et le regard de dédain de Sophia. Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude. Je me suis réveillé tôt, j'ai plié la mince couverture du canapé et j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage dans la salle de bain exiguë. Ryan était déjà parti, il avait laissé une note collante sur la table, le café est dans la cuisine. Ne t'inquiète de rien. J'ai tenu la tasse chaude, je suis resté assis silencieusement pendant quelques minutes, j'ai enfilé ma veste et je suis sorti. Les rues étaient aussi sales que jamais, l'odeur des ordures, les klaxons assourdissants, le vent froid qui s'insinuait dans le col de mon manteau, mais je ne me suis pas laissé arrêter. J'avais besoin de ce travail, j'avais besoin d'argent, je devais rester sur mes pieds. Ce jour-là, j'ai travaillé plus vite, plus dur. J'ai poussé le chariot à ordures au-delà de mon itinéraire assigné, j'ai repris le car d'un collègue qui était absent et je n'ai rien dit à ce sujet. Je devais aller plus vite aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en ramassant les ordures, je devais trouver un endroit où vivre. Je ne pouvais pas rester chez Ryan pour toujours. Il n'avait rien dit, mais je savais que je ne pouvais pas être le fardeau de quelqu'un d'autre trop longtemps. J'avais besoin d'un espace à moi ou quelque chose de calme, un petit coin qui serait juste le mien. Pendant ma pause, j'ai parcouru les annonces de location. Les endroits que je pouvais me permettre étaient principalement délabrés et à peine habitables, mais je les ai quand même notés au chacun d'eux, chaque nom, chaque prix. Je n'avais pas beaucoup d'options, mais au moins c'était une vie que j'essayais de reconstruire à mes propres conditions. Personne ne m'aide, et personne ne peut me la reprendre. 2 jours plus tard, j'ai trouvé un petit appartement dans la banlieue sud de Brooklyn. Il n'était pas spacieux, mais il était propre et calme. Le loyer était de seulement $300 par mois, un chiffre rare à New York, et je savais que je ne pouvais pas le laisser passer. Le travail de nettoyage n'est pas quelque chose que la plupart des gens admirent, mais cela paie les factures. Je gagne environ $75 000 par an, un salaire stable et fiable. Pourtant, après tout ce qui s'est passé, je savais que je devais apprendre à économiser, à constituer une réserve d'urgence et à devenir vraiment indépendant. Lorsque j'ai dit à Ryan que j'avais trouvé un nouvel endroit, il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Je savais que tu trouverais une solution, mais tu vas quand même me manquer un peu. J'ai souri et lui ai donné une légère tape sur l'épaule. Je te dois déjà plus que je ne peux le dire. Plus longtemps, et je mourrai probablement de culpabilité, a ajouté Ryan en plaisantant. Ryan n'a rien dit d'autre, il s'est approché du placard, a sorti un carton vide et a commencé à m'aider à faire mes bagages. Cet après-midi-là, nous avons emménagé ensemble dans le nouvel appartement. Il était situé au 3e étage d'un vieux bâtiment, le couloir sentait l'humidité et la peinture des murs se décollait, mais à l'intérieur, c'était étonnamment propre. Les fenêtres laissaient passer la lumière du soleil, les planchers en bois étaient usés mais solides, une petite cuisine, une chambre à coucher juste assez grande pour une personne. Ryan a sorti une vieille serpillière et un seau de l'arrière de sa voiture, nettoyant en plaisantant, s'il y avait un prix pour le meilleur ami national, je devrais au moins être nommé. J'ai ri et j'ai répondu, s'il te plaît, tu le gagnerais haut la main. Après le nettoyage, nous nous sommes assis par terre, le dos contre le mur, partageant la première bière dans le nouvel endroit. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais quelque chose en moi se sentait un peu plus léger. Tout le monde n'a pas quelqu'un comme Ryan, et tous les jours ne donnent pas l'occasion de repartir de zéro. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi paisiblement en pas sur un canapé, pas dans une maison pleine de regards suspects, mais dans un espace qui m'appartenait au petit, mais à moi. Pas une seule personne de ma famille ne m'a contacté pendant toute une année, pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles de mes parents à mes proches, rien que le silence. J'ai pensé qu'ils avaient tous adhéré à la version de l'histoire de mes parents, j'avais volé la montre et j'avais été mis à la porte pour avoir déshonoré la famille, une accusation sans preuve, pourtant crue comme une vérité évidente. 1 mois après avoir quitté cette maison, je n'arrivais toujours pas à lâcher prise. Je restais des heures dans mon minuscule appartement, me demandant s'il le regrettait. Peut-être qu'un jour maman frapperait à ma porte, que papa appellerait, ou que Sophia enverrait un message pour dire qu'elle était désolée. J'ai attendu, j'ai espéré, je me suis dit, ils sont ma famille, tôt ou tard, ils réaliseront qu'ils avaient tort. Mais ensuite, 2 mois se sont écoulés, puis 3, puis 6 mois. Personne n'est venu, personne ne m'a cherché. Et puis j'ai cessé d'attendre. J'ai cessé de consulter mon téléphone dès le matin, j'ai cessé d'imaginer qu'il se présentait à ma porte en disant « Rentre à la maison ». J'ai commencé à apprendre à vivre la vie que j'avais maintenant, les matins tôt dans le froid, me rendant au travail, les longues soirées, fatigué, me préparant un dîner simple, les week-ends à lire près de la fenêtre ou à jouer quelques parties tranquilles d'échecs avec Ryan.
Je n'avais pas de famille à mes côtés, mais j'avais la paix, et j'ai réalisé que parfois, c'est plus précieux que le sang. J'ai appris à vivre pour moi-même, non pas pour faire plaisir à qui que ce soit, non pas pour prouver quoi que ce soit ou pour vivre honnêtement comme je suis, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis senti entier. Mais le destin a toujours une façon de vous embêter. Juste au moment où je commençais à oublier de vivre sans eux, ils sont réapparus il y a une semaine. C'était un matin ordinaire, rien de spécial. Je venais de terminer mon quart de travail et je sirotais un café à mon coin de rue habituel lorsque mon téléphone a vibré. L'écran s'est illuminé d'un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an, maman. Je me suis figé. Elle n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de texto, pas un seul mot pendant tout ce temps. J'ai regardé l'écran, mon pouce flottait au-dessus du bouton de réponse. Une partie de moi voulait mettre fin à l'appel immédiatement, mais quelque chose, un instinct silencieux et sans parole m'a retenu là. J'ai répondu. De l'autre côté, sa voix est passée tremblante et fatiguée. Brian, c'est maman. J'ai forcé ma voix à rester calme. Qu'est-ce qu'il y a, maman? La tempête à l'intérieur de ma poitrine a commencé à gronder, une étrange sensation, ce mélange d'inquiétude et de colère qui avait été enfoui si profondément pendant si longtemps, maintenant en train de remonter juste en entendant ces 3 mots, c'est maman. Elle a gardé le silence pendant quelques secondes, puis a dit, la montre de Sophia, nous l'avons retrouvée. Je suis resté figé au milieu de la rue animée, la tasse de café brûlait dans ma main, mais je devenais de la glace à l'intérieur. Où, ai-je demandé, chaque mot était poussé à travers des dents serrées. Dans l'un de ces vieux sacs, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Elle pense qu'elle a dû l'y fourrer accidentellement en nettoyant après le dîner. Nous n'aurions jamais dû douter de toi. J'ai serré le téléphone plus fort, ma main tremblait, ma gorge était bloquée, mon cœur battait fort contre ma poitrine. J'avais attendu plus d'1 an pour entendre ces mots, et maintenant qu'ils étaient venus, il n'y avait pas de soulagement, seulement de la douleur. Brian, a-t-elle continué, sa voix au bord des larmes, je suis désolé. Ton père, moi, même Sophia, nous le regrettons tous. Peux-tu rentrer à la maison? Nous voulons arranger les choses. Je n'ai pas répondu, j'ai lentement éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai terminé l'appel. Debout au milieu de la rue, j'ai regardé fixement devant moi, ma poitrine lourde comme du plomb. Ils ont retrouvé la montre. J'avais dit la vérité dès le début, mais il a fallu plus d'1 an, 1 an de solitude, de méfiance, d'exclusion. Aucun d'eux ne s'est jamais arrêté pour se demander, et si Brian ne l'avait pas prise. Je me suis souvenu des yeux de papa déçus, plein de jugement, la voix de maman ferme et condamnatrice, et surtout, le silence de Sophia. Elle n'avait pas besoin de crier, pas besoin de paroles cruelles, juste un regard froid, et j'étais déjà coupable. Ces souvenirs sont revenus comme un couteau émoussé, non pas en poignardant, mais en coupant lentement de plus en plus profondément. Je suis resté là longtemps, un matin ordinaire dans une ville qui se fichait de qui j'étais, et je me suis demandé, était-ce vraiment le pardon qu'ils voulaient, ou juste un moyen de soulager leur culpabilité? Ce soir-là, Sophia m'a appelé pour la première fois depuis la nuit où j'ai été jeté hors de la maison. Son nom a illuminé mon écran. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai répondu sans dire un mot. Brian, c'est moi, a-t-elle dit. Sa voix était douce, presque timide, si différente du ton froid et tranchant qu'elle avait utilisé ce soir-là. Je n'ai pas répondu, au juste le silence, le laissant s'installer entre nous comme une épaisse poussière qui s'était déposée après une année où personne n'avait osé la nettoyer. Es-tu là, a-t-elle demandé, sa voix était inquiète. Je suis désolé. La montre n'a jamais été perdue. C'est de ma faute. Je n'ai pas vérifié mon sac. Je ne peux pas me pardonner de t'avoir mis dehors. J'ai pris une profonde inspiration, gardant ma voix stable. 1 an, Sophia. J'ai vécu comme un étranger occupé, jugé, abandonné parce que tu n'as pas pu te donner la peine de vérifier ton foutu sac. Silence de l'autre côté, puis elle a parlé, à peine au-dessus d'un murmure, sa voix tremblait. Je sais qu'il n'y a aucune excuse, mais j'espère vraiment que tu me donneras une chance. Je ferai tout pour arranger les choses. J'ai fermé les yeux et je me suis penché en arrière dans ma chaise, ma gorge brûlée d'amertume. Une partie de moi voulait raccrocher immédiatement, y mettre fin, ne plus jamais entendre sa voix, mais une autre partie m'a dit de continuer à écouter, non pas parce que j'avais besoin de ses excuses, mais parce que je méritais de la confronter, et cette fois, pas dans le silence. Tu vas devoir faire plus que dire je suis désolé, ai-je dit, la voix basse et ferme. Si tu es sérieuse, tu devras le prouver.
Sophia n'a pas hésité. Je le ferai. N'importe quoi. Donne-moi juste une chance. J'ai raccroché. Assis seul dans mon minuscule appartement, j'ai regardé par la fenêtre où les lampadaires brillaient, les voitures circulaient sans s'arrêter. La ville continuait comme si elle se fichait de ce qui s'était passé, et peut-être que ce n'était pas le cas, mais moi si. Après 2 jours de réflexion, j'ai décidé de les rencontrer non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que je devais clore ce chapitre, pour eux et pour moi-même. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café à la périphérie de la ville. C'était calme et éclairage doux, assez silencieux pour que le silence puisse parler s'il le fallait. Je suis arrivé tôt, j'ai choisi une table dans un coin et j'ai commandé un café noir. En moi, il y avait un étrange mélange plus la colère qui brûlait autrefois, mais quelque chose de plus lourd, une couche de lassitude empilée sur des questions encore sans réponse. La porte s'est ouverte, maman est entrée la première au plus mince qu'avant, le visage marqué par l'âge, les yeux cherchants, perdus. Papa est entré ensuite, les épaules légèrement voûtées, les mains enfouies dans les poches de son manteau comme s'il essayait de cacher sa honte. Sophia a suivi en dernier, ses yeux se sont tournés vers moi pendant une fraction de seconde avant de retomber au sol. Ils se sont assis en face de moi, personne n'a parlé pendant quelques secondes, seulement le doux cliquetis d'une cuillère remuant le café. Maman a parlé la première, sa voix était petite, tremblante. « Brian, merci d'être venu. » J'ai hoché la tête, sans rien dire. Elle a continué, les yeux rouges sur les bords. « Je suis désolé. Je ne peux pas me pardonner de t'avoir tourné le dos. J'aurais dû te croire, j'aurais dû te défendre. Il n'y a aucune excuse pour ma faiblesse ou mes préjugés. » Papa ne m'a pas regardé, il a juste regardé son café. Puis, après une pause, il a dit « J'avais tort. » Complètement. J'ai agi par orgueil, par colère. Tu es mon fils, et je ne t'ai même pas donné la chance de t'expliquer. Je suis désolé, Brian. Je n'ai toujours rien dit, mes yeux étaient fixés sur Sophia. Elle a pris une inspiration, puis a finalement parlé. J'ai douté de toi. Je t'ai mis dehors sans te donner une chance. Je n'ai aucune excuse. J'avais tort du début à la fin. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux que tu saches combien je le regrette profondément. J'ai regardé les trois, mais à l'intérieur, je me sentais vide. J'ai pris une gorgée de café, j'ai posé la tasse. Ma voix était calme, stable. Je vous ai supplié. J'ai seulement demandé à être entendu, à pouvoir m'expliquer, et aucun de vous ne me l'a permis. Personne n'a discuté, tous les trois ont gardé la tête baissée. J'ai continué, les yeux sur maman, j'ai passé ma vie à me sentir invisible dans cette famille, et maintenant vous êtes désolé, mais qu'en est-il du temps que j'ai perdu? Qui me le rend? Elle a secoué la tête, les larmes tombaient silencieusement. Personne ne le peut, a-t-elle chuchoté, mais merci d'être quand même venu. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai poussé un long soupir, puis j'ai dit lentement, je vous pardonne à vous tous, non pas parce que vous le méritez, mais parce que je ne veux pas porter cette douleur pour le reste de ma vie. Ses yeux se sont illuminés d'une lueur d'espoir, mais j'ai reparlé avant qu'elle ne puisse s'installer. Mais je ne rentre pas à la maison. Les trois se sont figés. Au cours de la dernière année, j'ai appris à vivre sans famille, et étrangement, je me suis senti plus en paix que jamais auparavant. Je me suis levé, j'ai enfilé mon manteau et j'ai dit fermement, je pardonne, mais je ne reviens pas. J'ai ma propre vie maintenant, et je ne vais pas la sacrifier pour redevenir une ombre. Personne n'a essayé de m'arrêter, personne n'a dit un mot. Je suis sorti du café, laissant derrière moi trois silhouettes silencieuses à la table. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'en avais pas besoin, parce que cette fois, je m'éloignais de cette famille par choix. Après cette rencontre, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, mais ce n'étaient pas mes parents, c'étaient des parents, de vieux amis ou des gens qui étaient restés complètement silencieux pendant l'année où j'avais été mis à l'écart de ma famille. Ils ont envoyé des textos, ils ont appelé, certains ont même envoyé de longs messages vocaux pleins de culpabilisation. Tu es égoïste. Ce sont quand même tes parents. Tourner le dos à sa famille, c'est tout simplement mal. Ce n'était pas si grave. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Je n'ai pas répondu, je n'ai pas discuté, je n'ai pas expliqué. Au lieu de cela, je les ai bloqués un par un, tranquillement, sans hésitation, parce que s'ils m'avaient vraiment compris, ils m'auraient appelé il y a 1 an lorsque je marchais dans les rues en plein hiver, ne portant qu'un petit sac et un cœur déchiré en morceaux, pas maintenant, après que la vérité soit sortie, pour me faire la leçon sur la façon d'être un bon fils.
Je ne suis pas retourné dans cette maison, et je ne suis pas retourné jouer le rôle de l'enfant obéissant pour des gens qui n'ont jamais vu l'histoire que d'un seul côté. Et avant de terminer cette histoire, je veux vous demander, à vous qui avez écouté, avais-je tort de refuser de retourner dans cette maison? Avais-je tort de choisir de vivre ma propre vie au lieu de continuer à faire plaisir aux gens qui ont autrefois refusé de croire en moi? Laissez un commentaire ci-dessous, je veux vraiment entendre vos pensées honnêtes. Et si des histoires comme celle-ci vous tiennent à cœur, si elles vous font faire une pause, réfléchir ou vous sentir vu, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la prochaine partie du voyage. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Je m'appelle Brian, et voici mon histoire.